Bonjour, re-bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie, avec le meilleur professeur du monde, mon papa, Mathieu Gagnon. Amusez-vous bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le concept de validité pour en parler un peu plus profondément. Ok? Et plus spécifiquement sur la notion de validité de construit. C'est une validité dont j'avais déjà parlé dans le passé. Et c'est cette idée que une mesure qui a une validité de construit ou une variable opérationnelle qui a une validité de construit en est une qui mesure bien le construit qui nous intéresse, dans le fond, le construit que l'on souhaite mesurer. Okay? Donc, avant d'utiliser une variable opérationnelle quelconque dans une recherche, les chercheurs doivent en tester la fidélité, tout d'abord. Okay? Ils doivent s'assurer que la variable est fidèle. Mais ils doivent aussi s'assurer que l'opérationnalisation en question correspond bien à la variable conceptuelle qu'elle est supposée mesurer. Vous vous souvenez probablement, on peut parler d'une variable à un niveau conceptuel, mais quand on vient pour la mesurer, il faut la définir plus au niveau conceptuel, mais au niveau opérationnel, comment on va la mesurer. Okay? Et une variable qui a une bonne validité de construit, et donc c'est une étude qui utilise des variables qui ont une bonne validité de construit, c'en est une où là où les variables opérationnalisent très bien la chose conceptuelle qu'elle est supposée mesurer. Hein? Un petit un petit quelque chose à propos du lien entre la fidélité et la validité. Remarquez que, bon, les deux sont très importants, mais la fidélité d'une mesure n'est pas garantie de sa validité. Okay? Quelque chose peut être très fidèle en étant nullement valide. Par exemple, si vous voulez utiliser la circonférence de la tête de quelqu'un pour mesurer son intelligence, la circonférence de la tête est une mesure très fidèle. Vous pouvez mesurer ma tête lundi, mardi, revenir une semaine plus tard. Il pourrait avoir des petites, tu sais, comme, je sais pas, un quart de millimètre ou quelque chose de différence. Ben, si je me laisse pousser les cheveux, peut-être, ça va être un peu plus large, mais je veux dire, c'est extrêmement fidèle. Okay? Le problème, c'est que c'est nullement valide comme mesure de l'intelligence. Donc, quelque chose peut être complètement fidèle et nullement valide. Toutefois, si une mesure est valide, elle est nécessairement fidèle. Un bon test de l'intelligence devrait donner le même résultat pour la même personne à différents moments. Okay? Donc, le test dans ce cas-ci serait valide parce qu'il mesurerait bien l'intelligence. Et s'il mesure bien l'intelligence, il va nécessairement être fidèle. Pour ces variables qui n'ont pas tendance à changer, là, comme je disais, là, des choses comme la personnalité, des traits, des choses qui sont stables. T'sais. Donc, il y a un lien entre les fidélités et validité. Fidélité, une mesure peut être très fidèle sans être valide, mais une mesure qui est valide est nécessairement fidèle. Bon, alors cette notion de validité et de validité de construit, elle est extrêmement importante en psychologie parce qu'on s'intéresse à des variables abstraites. Tu sais, si on s'intéressait juste à des trucs physiques simples comme la grandeur, la largeur, le poids, bon, c'est pas très difficile de bien définir la largeur, la grandeur, le poids, ainsi de suite. Pas très difficile. Mais en psychologie, on s'intéresse à des trucs comme les émotions, l'intelligence, la personnalité, la mémoire, la capacité de faire telle chose, telle tendance, ainsi de suite. Bon, ce sont des variables qui sont extrêmement abstraites. Extrêmement abstraites. Donc, le concept de validité est extrêmement important. En d'autres mots, comment est-ce qu'on peut savoir et s'assurer qu'on mesure bien les concepts abstraits, qu'on opérationnalise bien nos variables pour mesurer ces concepts-là abstraits? Ben, il faut effectuer des tests de validité. Donc, disons que je veux, par exemple, faire une étude sur l'estime de soi.
ben, un choix que j'ai, c'est de monter moi-même un outil qui va mesurer l'estime de soi, mais là, je ne peux pas juste l'utiliser. Il faut que je teste cet outil-là avant pour voir s'il est valide. OK? Remarquons que ce que je pourrais faire aussi, ce qui serait vraiment plus simple, ce serait d'utiliser des mesures préexistantes de l'estime de soi qui ont déjà été validées. Ce que beaucoup de chercheurs ont tendance à faire. Je veux dire, il y a déjà plein de très bons tests sur l'émotion, l'intelligence, la personnalité, la mémoire, etc. On n'a pas besoin de réinventer à chaque fois. Mais des fois, les gens réinventent des tests pour qu'ils soient meilleurs et ils doivent tester la validité de ces tests-là. Et là, ici, remarquez, on va parler uniquement de validité de construit. Est-ce qu'elle mesure bien le construit qu'elle est supposée mesurer? Okay? Un truc qu'il faut comprendre, c'est que la validité de construit ne prend jamais la forme de valeur absolue. Donc, on ne peut pas dire qu'une mesure, qu'une opérationnalisation quelconque mesure parfaitement ou pas du tout. On pourrait peut-être faire l'argument pour pas du tout, mais jamais vraiment parfaitement la, la, la variable abstraite qu'elle essaye de mesurer. Okay? C'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas intéressé au fait que si notre variable a une validité de construit qui est nulle ou parfaite, bonne ou pas bonne. À la place, cette validité-là est évaluée en termes de niveau, plus ou moins. Certaines opéralisations sont plus fortes au niveau de la validité de construit que d'autres. Certaines sont plus faibles. Mais comme je vous avais dit, dans un autre PowerPoint, des fois, il faut faire des choix. Qu'est-ce qui arrive si l'opérationnalisation qui est plus forte en termes de validité de construit, un petit peu plus forte que l'autre, elle est plus longue et elle coûte plus cher. Et vous n'avez pas tant d'argent que ça pour faire votre recherche. Fait que là, est-ce que vous allez prendre celle qui est plus chère et qui est un peu plus valide ou celle qui est un petit peu moins valide mais qui est moins chère? Tu sais, il y a toutes sortes de questions par rapport à ça. Mais bref, la validité de construit est souvent évaluée en termes de niveau. C'est relatif. C'est pas absolu. Et il existe plein de différentes stratégies sur lesquelles on peut s'appuyer pour justifier notre évaluation de comment valide notre variable, notre opérationnalisation est. Et ce qu'on va faire dans le cadre de ce PowerPoint-ci, c'est regarder justement les différentes manières, 5 manières en tout, dont on peut tester la validité de construit et faire notre argument comme quoi notre mesure est une bonne validité de construit. Et on peut casser ces 5 manières-là en 2 catégories. La première, c'est deux manières subjectives qui n'impliquent pas des données mathématiques. Okay? Et ensuite, il y a la catégorie empirique. Donc, je vais répéter ça. Il y a on peut casser ces stratégies-là en 2 manières. La manière subjective, où c'est juste les gens regardent puis ils font un genre d'évaluation globale de la mesure sans vraiment faire des tests empiriques. Et l'autre manière, c'est la manière plus empirique, où est-ce qu'on va faire des tests, puis on va recueillir des statistiques, puis on va regarder les chiffres, puis on va essayer de déterminer le montant de validité de construit. Okay? Donc, les 2 manières subjectives, on les appelle la validité apparente et la validité de contenu. Et les 3 manières empiriques, ou si on veut mathématiques plus, on les appelle validité de critères, convergentes et divergentes. Et là, ce que je veux faire, c'est un exemple de chacun de ça. On va commencer avec les manières subjectives. Okay? Donc, on parle ici, on va parler de 2 façons dont on peut évaluer la validité de construit d'une mesure, d'une opérationnalisation, mais de manière subjective. Pas nécessairement en se basant sur des chiffres. Vous pourriez vous demander si on a des façons qui ne sont pas juste subjectives, des façons qui se basent sur des chiffres puis sur l'empirisme, pourquoi diable est-ce qu'on voudrait utiliser des manières subjectives qui sont probablement biaisées? Ben, elles sont quand même importantes. Ça ne doit pas être tout, il ne faut pas s'arrêter là, mais c'est souvent un bon début. Vous allez voir. Donc, la première, c'est la validité apparente. Et la question est très simple. Une mesure qui a une bonne validité apparente, c'est une mesure qui a l'air, subjectivement,
d'une bonne opéralisation adéquate de la variable à l'étude. C'est aussi simple que ça en a l'air. Si tu regardes mon questionnaire, par exemple, disons que j'ai un nouveau questionnaire sur l'estime de soi, si je te fais lire mon questionnaire, ça semble-tu être des questions pour toi qui ont tout rapport à l'estime de soi? C'est comme le premier niveau, dans le fond. Okay? Si je te faisais lire mon questionnaire sur l'estime de soi, puis c'était toutes des questions sur tes menus préférés, puis tes restaurants préférés, puis quels arbres tu préfères, puis tu dirais probablement, dès le départ, elle a vraiment une faible validité apparente, ta mesure. Il n'y a aucune question sur des choses qui ont rapport à l'estime de soi. Okay. Alors, un exemple ici, la taille de la tête a l'air d'une bonne mesure de la taille de chapeau. Elle a une forte validité apparente. Si tu me demandes, si je te dis la variable que je veux mesurer, c'est la taille de chapeau de quelqu'un. Puis la façon dont je vais le faire, c'est que je vais mesurer la taille de la tête. Okay. Je vais opérationnaliser la taille de chapeau en mesurant la taille de la tête. Si je mesure la taille de la tête, je peux dire quelque chose à propos de la taille de chapeau. Vous allez tout de suite me dire, il y a une forte validité apparente. Okay. Oui, en effet. Parce que si tu veux mesurer quelle taille de chapeau quelqu'un a besoin, mais la taille de la personne, ça a vraiment rapport. Mais la taille de la tête, pour mesurer la créativité de quelqu'un, il y a probablement une faible validité apparente. Quelqu'un dirait, tu veux mesurer la créativité de quelqu'un, puis tu vas le faire en mesurant la taille de leur tête. Ça n'a pas rapport. Dès le départ, comme ça, il ne semble pas y avoir de lien. Si à la place, pour mesurer la créativité de quelqu'un, j'arrivais avec une série de tâches artistiques où la personne doit d'abord écrire un texte, ensuite dessiner, ensuite elle doit résoudre un problème étrange, tu sais, là vous regarderiez probablement ça et vous diriez, ouais, ça semble une meilleure mesure de la créativité dans le sens où elle a une meilleure validité apparente. Parce que juste là, en regardant, par exemple, ta série de tâches, tu as toutes des tâches qui requiert de la créativité, de l'écriture, du dessin, de la résolution de problèmes étranges, et ainsi de suite. Okay? Donc, la validité apparente, c'est vraiment juste ça au départ. Mais ce qui rend ça... parce qu'on pourrait dire, oh, mais ça, n'importe qui peut faire ça. Oui, mais ce qui rend cette validité apparente-là intéressante, c'est que quand on fait cette première étape-là, quand on monte un questionnaire puis on veut en évaluer la validité apparente, c'est pas qu'on demande à monsieur et madame n'importe qui de regarder notre mesure. C'est qu'on demande à des experts de certains domaines, des domaines visés par la mesure. Comme si, par exemple, j'avais inventé une nouvelle mesure en 10 questions, par exemple, en 10 items, sur la satisfaction de couple. Parce que je veux l'utiliser dans certaines recherches que je veux faire sur la satisfaction de couple. Mais je n'irai pas demander à monsieur et madame tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander à des chercheurs en psychologie des relations intimes. Je vais aller demander à des thérapeutes de couple aussi. Okay? À des experts de thérapie de couple. Je vais leur montrer les items, je vais leur dire, juste au niveau apparent comme ça, est-ce que ça semble faire du sens? Donc, c'est à des experts que je demande. Okay? Donc ça, c'est la première façon dont je peux évaluer la validité de construit, qui est la validité apparente. Une autre façon que je peux évaluer subjectivement la validité de construit, parce que je mesure bien mon construit, ça s'appelle la validité de contenu. Okay? Et c'est pas loin de la validité apparente. Là. Okay? Ça demande toujours le jugement subjectif de certaines personnes. Mais l'idée maintenant c'est qu'on, dans le fond, c'est comme si ça poussait un petit peu plus loin la validité apparente. L'idée, c'est que si une mesure regroupe les différentes composantes ou les différentes dimensions du concept mesuré, on dit qu'elle a une bonne validité de contenu. Ce que je veux dire par ça, c'est que disons que vous faites un test sur la personnalité. OK? Mais il y a différentes facettes à la personnalité. Il y a différentes dimensions, il y a différentes composantes. Toutes ces choses auxquelles on s'intéresse, en psychologie, ont différentes composantes. Or, pour avoir une bonne validité de contenu, à l'œil nu comme ça, en regardant les items que vous avez écrits, on devrait remarquer que vos items touchent aux différentes composantes, aux différentes dimensions. Si je fais par exemple
je monte un questionnaire, un sondage sur, comment dire, vos attitudes par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie, par exemple. T'sais? Ben, tu sais, d'être là, vous pourriez, vous remarquerez que je ne vais pas juste demander comment vous sentez-vous par rapport à l'environnement. Ça se peut que je demande ça. Ça se peut que j'ai des questions sur comment vous vous sentez par rapport à l'environnement, les émotions. Ça se peut que j'ai des questions aussi sur vos comportements. Puis dans des comportements, il y a différentes dimensions. Je vais tester vos comportements de recyclage, je vais tester vos comportements de consommation, je vais tester vos comportements de telle autre affaire. Ça se peut que je teste aussi toutes sortes de plein de composantes. En d'autres mots, il n'y a pas juste une chose que c'est que d'être une personne qui a une attitude qui est concernée par les changements climatiques, par exemple. Il n'y a pas juste une chose que c'est. Il y a plein de composantes à ça. Okay? Et si je mesure l'estime de soi, je vais avoir des composantes, genre des questions qui vont mesurer l'estime de soi pour vous en tant que personne. L'estime de soi par rapport physique, par rapport à votre corps. Ça se peut que je casse le corps aussi, plus spécifiquement en termes de comment vous pensez, comment vous sentez par rapport à l'apparence de votre corps, mais aussi comment vous sentez par rapport à la capacité de votre corps, la fonction de votre corps. Êtes-vous capable de faire des mouvements, et ainsi de suite. T'sais? Donc, toutes ces mesures-là, toutes ces composantes, ces dimensions du concept mesuré, si votre mesure semble toucher à chacun de ces trucs-là, on va dire qu'elle a une bonne validité de contenu. Selon plusieurs modèles, l'intelligence regroupe plusieurs éléments distincts, comme la capacité de raisonner, la capacité de planifier, la capacité de résoudre des problèmes, la capacité de penser de manière abstraite, la capacité de comprendre des idées complexes, la capacité d'apprendre rapidement, la capacité d'apprendre à partir de nouvelles expériences, et que toutes ces choses-là font partie de ce que ça veut dire être intelligent. Donc, une bonne mesure de l'intelligence va avoir pas des questions dans ce cas-ci, mais des sous-tests ou des sous-tâches pour chacun de ces trucs-là. Okay? Une mesure de l'intelligence qui a une bonne validité de contenu. Donc, pour avoir une bonne validité de contenu, toute opérationnalisation de l'intelligence doit inclure des items ou des tâches qui mesurent ces 7 composantes-là. Et il y en a qui ont plus que 7 composantes. Mais donc, ça, c'est l'idée de la validité de contenu. OK? Donc, la validité apparente, on regarde en général les items, puis on dit est-ce que les items semblent avoir rapport à la variable. On demande à des experts de faire ça. Puis, la validité de contenu, on demande encore à des experts, toujours à des experts en passant, on demande à des experts, est-ce que plus spécifiquement, ma mesure semble être sectionnée en différentes dimensions, en différentes composantes, qui fit bien avec les différentes composantes ou dimensions de la chose que j'essaye d'étudier. Okay? Mais tout ça, c'est au niveau vraiment subjectif. On demande simplement l'opinion des experts. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à un niveau plus haut qui est l'évaluation empirique de la validité de construit. Et il y a 3 façons de le faire. Okay? Donc, comme je dis, l'évaluation de la validité apparente et de contenu, c'est un bon début. Il faut passer par ça. Mais on souhaite typiquement évaluer la validité de la mesure de manière plus objective, avec des données empiriques. Okay? Je vais vous montrer 3 façons de le faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les stratégies dont je vais vous montrer sont toutes basées sur la même logique. S'assurer que la mesure qu'on a pour quelque chose, elle est associée avec d'autres phénomènes mesurables qui ont théoriquement rapport avec ce qu'on essaie de mesurer. Okay? C'est tout basé là-dessus. Est-ce que la mesure que l'on propose pour l'estime de soi, par exemple, cette nouvelle mesure, est-ce que cette mesure-là, elle est reliée, elle est associée à d'autres mesures avec lesquelles elle devrait être associée, logiquement? Et puis, est-ce qu'elle n'a aucune association avec d'autres mesures avec lesquelles elle ne devrait pas du tout être associée, logiquement? Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais vous allez comprendre quand je vais vous donner les exemples. Okay? Ça, c'est la logique de base. Si les 2 manières subjectives
fonctionnait avec la logique de base qui était demander à des experts si ça a l'air correct. Okay? Ici, c'est oubliez les experts, on va prendre un échantillon de la mesure avec des gens, puis on va aussi leur demander de faire une autre mesure, puis on va voir quel est le lien entre notre nouvelle mesure et l'ancienne mesure, par exemple. Okay? Donc, 3 stratégies principales. 2 critères divergentes et convergentes. Commençons avec la première, validité de critères. Dans la validité de critères, on évalue à quel point la mesure, notre nouvelle mesure qu'on propose, est associée avec un ou plusieurs critères comportementaux pertinents. Donc, c'est très simple ici, une fois qu'on comprend, une fois qu'on dépasse les mots un peu compliqués, c'est très simple à comprendre. Si j'ai une mesure de l'intelligence qui est bonne, si elle a une bonne validité de critères, je devrais être capable, en prenant ma validité, en faisant un test avec, je ne sais pas moi, 100 personnes, en testant cette mesure-là sur 100 personnes, okay, de voir que les personnes qui ont eu un haut score sur ma mesure d'intelligence ont des comportements, je sais pas, j'ai peut-être pris un mauvais exemple avec l'intelligence, mais ont des comportements plus intelligents que les personnes qui ont un score bas. T'sais, si j'ai une échelle de l'agressivité, une nouvelle échelle de l'agressivité, par exemple, pour vérifier la validité de critères, je devrais trouver que les gens qui ont eu un score haut sur mon échelle d'agressivité, sur ma nouvelle mesure d'agressivité, ce sont des gens qui, dans une tâche plus tard, une heure plus tard, vont être plus agressifs. Alors que les gens qui ont eu bas sur mon échelle sont des gens qui, une heure plus tard, ils vont être moins agressifs, par exemple. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ta mesure, elle est corrélée avec des comportements que les gens ont dans la vraie vie? Okay? J'aurais dû attendre d'avoir l'exemple devant moi ici pour le QI, là, mais je l'ai maintenant, ça fait que je vais le redire. Donc, si un test de QI, de quotient intellectuel, a une bonne validité de critères, les résultats devraient être corrélés avec des variables comme la rapidité avec laquelle la personne apprend une liste de nouveaux symboles complexes, par exemple, la capacité de résoudre des problèmes difficiles, le niveau d'éducation, parce que, veux pas, les gens très intelligents se rendent plus loin en termes d'éducation, le succès professionnel, malheureusement, pour les gens moins intelligents, les gens plus intelligents ont généralement plus de succès professionnel. Okay? C'est un peu inconfortable comme discussion, souvent, le QI, mais en tout cas. En passant, faites-vous-en pas, si vous êtes au bac, vous avez un QI qui est en tout point normal. Il n'y a pas de déficience là, à ce niveau-là. Les gens qui ont un QI très bas, ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à suivre des instructions ou des trucs comme ça. Donc, ne vous en faites pas. Vous avez un QI qui est, au pire, dans la moyenne. Et moi aussi, je suis probablement fort dans la moyenne. Et certaines personnes ont un peu plus de QI que vous, et ainsi de suite, et certaines personnes un peu moins. Mais si on est tous, si vous êtes en train d'étudier au bac, là, vous êtes garanti que vous avez un QI au moins comme tout le monde, moyen. Ce qui est très bien, dans le fond. Et fort probablement que moi aussi, il est moyen. Donc, l'idée étant que si ma mesure de critères, si ma mesure de QI a une bonne validité des critères, je devrais être capable de prédire, en regardant qui a eu un score fort d'intelligence sur ma mesure, qui devrait être capable d'apprendre des listes de nouveaux mots rapidement, qui devrait être capable d'être meilleur à résoudre des problèmes difficiles, qui a un bac versus qui a jamais fini son secondaire, par exemple. OK? Faut que je fasse attention à ce que je dis là, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens pourraient décrocher de leur secondaire et ne jamais le finir sans avoir rapport à un QI faible. Là. Il y a plein de raisons pour ça. Mais un QI faible va grandement augmenter les chances que vous ne réussissiez pas votre secondaire, par exemple. Donc, l'idée, c'est ça. S'il y a une bonne validité des critères, je devrais être capable de prédire toutes ces choses-là à partir de mon test de QI. La validité convergente, alors, si de critères, on essayait de voir s'il y avait une corrélation, un lien entre la mesure puis ce que les gens qui ont été mesurés font, leur comportement.
tiens, peut-être un autre exemple que j'aurais dû dire pour celui-ci, là, plutôt que le QI. Euh, Si je mesure votre attitude par rapport à l'environnement, ok? Puis j'ai un test qui mesure votre attitude par rapport à l'environnement, puis je prends des gens, par exemple, je le fais sur... non, je prends 50 personnes qui ont eu un test, qui ont eu un résultat qui démontre qu'ils sont vraiment très concernés par l'environnement. Puis je prends 50 personnes que le résultat au test a démontré qu'ils sont vraiment peu concernés par l'environnement. Ben, pour tester la validité de critères, je pourrais faire quelque chose de simple que de regarder leur comportement de recyclage. Si les 50 personnes qui étaient vraiment les plus concernées par l'environnement selon mon test, selon la mesure, sont aussi des gens qui recyclent beaucoup plus que les 50 personnes qui étaient pas du tout concernées selon mon test par l'environnement. Donc, s'il y a des réelles différences au niveau des comportements de ces gens-là dans leur tendance à recycler, okay, ben, je pourrais dire que mon test d'attitude environnementale, par exemple, a une très bonne validité de critères. Si mon test démontre, si je prends 50 personnes qui avaient vraiment une forte, un fort résultat démontrant qu'ils étaient très concernés par l'environnement, puis 50 personnes qui avaient un résultat faible qui démontrait qu'ils étaient nullement concernés par l'environnement, puis là, je vais voir dans la vraie vie ce que ces gens-là font, puis il n'y a aucune différence entre ces deux groupes de 50 personnes-là dans leur tendance à recycler, dans leur tendance à conduire certains types de voitures, dans leur tendance à utiliser les transports en commun, dans leur tendance à acheter plein de plastique, dans leur tendance à jeter leurs poubelles dans les bois ou des affaires comme ça. Mais là, je veux dire, ma mesure n'a vraiment aucune validité de critères. Parce que oui, j'ai été capable de mesurer 50 personnes qui étaient vraiment forts en termes d'environnementalisme, puis 50 personnes qui ne l'étaient pas. Mais quand je vais voir dans la vraie vie, il n'y a aucune différence entre ces gens-là. Okay? Bon, je passe à la prochaine. La validité convergente. Alors, si tantôt c'était d'essayer de faire le lien entre la mesure et ce que les gens font, la validité convergente, et la prochaine aussi divergente, c'est à propos c'est essayer de faire un lien, de remarquer le lien entre ma mesure et une autre mesure. Okay? Donc, pas ce que les gens font, mais une autre mesure. Alors que la validité de critères s'intéresse à la corrélation entre la mesure et un critère comportemental, ce que les gens font, la validité convergente est différente. Elle s'intéresse à la corrélation ou le lien ou la relation ou l'association entre la mesure, ma nouvelle mesure que je vais tester, et une autre mesure qui est reconnue de la même variable. Ça, c'est pour la validité convergente. OK? Imaginons que vous avez monté une nouvelle mesure auto-rapportée de la dépression. Ben, il existe déjà des mesures de la dépression. Votre mesure, vous pensez peut-être qu'elle est meilleure, elle est plus rapide, elle coûte moins cher. Bon, fair enough. Vous voulez inventer une nouvelle mesure de la dépression auto-rapportée. Très bien. Première chose que vous devez faire après tout ce qui est validité apparente, puis de contenu, tout ça, vous devriez aller voir si les scores que vous allez obtenir avec un échantillon sur cette nouvelle mesure-là, ils sont corrélés avec les scores que vous allez obtenir sur le même échantillon avec une ancienne mesure qui est déjà bien établie, qui est déjà bien reconnue. Alors, vous prenez votre nouveau test, je ne sais pas, sur la dépression en 10 questions, par exemple, et vous prenez un ancien test qui, lui, était en 50 questions, qui était plus long. C'est pour ça que vous proposez une nouvelle mesure, qu'elle soit plus courte. Puis vous demandez à 100 personnes, par exemple, vous demandez, par exemple, à 100 personnes cliniquement dépressives et 100 personnes non dépressives de faire ça, de faire ces deux tests. Et vous devriez voir que les personnes dépressives avaient un score plus haut, okay, sur votre test, et aussi que les gens qui avaient un score plus haut sur votre test avaient aussi un score plus haut sur l'ancien test. Et vous devriez aussi voir que les personnes non dépressives avaient un score bas sur votre test, le nouveau test, et que les personnes qui avaient un score bas sur votre nouveau test ont aussi un score bas sur l'ancien test. Donc, bref, vous essayez d'utiliser une ancienne mesure qui est déjà bien établie pour établir la validité de votre nouvelle mesure. OK? Mais il y a une autre stratégie aussi. Restons sur la dépression, là. Disons que j'ai un nouveau test en 10 items. Je devrais voir que les résultats des gens sur mon test en 10 items
est similaire au résultat des gens sur l'ancien test à 50 items. Ça veut dire que les gens qui ont eu haut sur mon test de dépression devraient avoir haut sur l'ancien test de dépression, puis les gens qui ont eu bas sur mon test de dépression devraient avoir bas sur l'ancien test de dépression. Mais une autre chose que je peux faire aussi, c'est que je peux utiliser non pas des anciens tests qui mesurent la même chose, mais d'autres tests qui mesurent l'inverse. Par exemple, il y a des tests de bien-être. OK? Dineux et dineux, qu'on avait vu l'autre fois. Okay? Alors, je pourrais aussi prendre ma mesure de dépression, puis prendre un test de bien-être, puis demander à des gens de faire ça, les deux. Et ce que je devrais voir là, c'est que les gens qui ont un fort score sur ma mesure de dépression devraient avoir un score faible sur la mesure de bien-être. Et ceux qui ont un score faible sur ma mesure de dépression, voulant dire qu'ils sont peu dépressifs, devraient avoir un score élevé sur la mesure de bien-être. Voyez-vous? Donc, je m'intéresse aux corrélations positives et aux corrélations négatives qu'il y a entre ma mesure et d'autres mesures. Okay? Et ces autres mesures-là peuvent être des mesures de la même chose que ce que moi j'essaie de mesurer. Donc là, je m'attendrai à une corrélation positive. Ou ça pourrait être des mesures de concepts inverses, différents, comme le bien-être et la dépression, par exemple. Et là, je m'attendrais à observer des corrélations négatives. Et ça, c'est la validité convergente. La validité divergente est un petit peu différente. Okay. Comparativement à la convergente, la validité divergente s'intéresse à l'absence de corrélation entre ma mesure et une autre mesure d'une variable non pertinente. Tantôt, je vous ai dit dans la convergente que si j'ai un bon nouveau test de l'estime de soi, de la dépression, pardon, les gens qui devraient être forts en dépression selon mon test devraient être faibles en bien-être. Okay? Si j'utilise un autre test de bien-être. Et les gens qui sont faibles en termes de dépression dans mon nouveau test, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment de dépression dans mon nouveau test, devraient être forts au niveau du bien-être. Okay? Donc ça, c'était une des façons d'établir la validité convergente, c'était une des manières, c'était de vérifier s'il y avait une corrélation inverse, corrélation négative, là, entre ma mesure et une mesure préexistante qui mesure l'inverse. Okay? Mais là, la validité divergente, c'est différent. Ici, ce qu'on veut voir, c'est qu'il n'y a aucune relation entre ma mesure et une autre mesure qui devrait avoir aucun lien avec ma mesure. OK? Je reviens à l'exemple de tantôt. Même si le bien-être, on peut le définir comme l'inverse de la dépression, il y a un lien entre les deux. Le lien, c'est que c'est l'inverse, par exemple. T'sais? Mais si je prends, par exemple, votre préférence pour certaines boissons gazeuses et la dépression, mais là, c'est pas qu'il y a un lien négatif en votre préférence pour certaines boissons gazeuses et la dépression. Il n'y a juste pas de lien. Il n'y a juste pas de lien. Okay? Et donc, c'est ça la validité divergente. On veut vérifier si notre mesure, okay, elle n'est pas du tout reliée avec des variables avec lesquelles elle devrait être pas du tout reliée, avec lesquelles il n'y a aucun lien. Okay? Donc, si j'ai une nouvelle mesure auto-rapportée de la dépression, elle devrait pas du tout être corrélée avec d'autres mesures d'un concept qui est complètement distinct de la dépression, comme par exemple la perception de sa santé physique ou la qualité de l'environnement familial ou ben c'est ça, je vais prendre ces deux exemples-là. Si j'ai mon test de dépression puis je donne un test des gens par rapport à la perception de leur santé physique. Puis là, je me rends compte que les scores sont corrélés. Plus les gens sont dépressifs, moins ils disent avoir une bonne santé physique, moins ils sont dépressifs, plus ils disent avoir une bonne santé physique. Là c'est suspect parce que tout à coup, je me dis, ma mesure de dépression, est-ce qu'elle mesure vraiment purement la dépression? Parce que la dépression, là,
je ne sais pas si vous savez, mais ça frappe des gens qui sont en très mauvaise santé, ça frappe des gens qui sont en très bonne santé physique, ça frappe des athlètes, ça frappe tu sais, c'est indépendant là, de la santé physique. Je devrais pas dire ça, mais peut-être j'aurais dû remplacer santé physique par fitness. Okay? Comme votre niveau de fitness, par exemple. Okay? Et donc, la dépression, ça frappe des gens qui ont un fort niveau de fitness, ça frappe des gens qui ont un faible niveau de fitness. Donc, il n'y a techniquement aucun lien entre le fitness, okay, je devrais dire l'athlétisme, le niveau d'athlétisme. Peut-être que j'aurais pas dû dire perception de sa santé physique, mais perception de son fitness. Okay? Donc, si votre mesure de dépression est corrélée avec des scores de perception de fitness, il y a un problème. Parce que vous n'êtes pas en train de mesurer purement la dépression, vous êtes en train de peut-être mesurer un genre de truc différent. Okay? Même chose avec la qualité de l'environnement familial. La dépression, ça frappe des gens qui viennent de familles qui ont énormément de support, un bon environnement familial, tout va bien. Certaines de ces personnes-là sont frappées par la dépression clinique. Ça frappe aussi des gens qui viennent de mauvais environnement familial. Mais l'idée étant que, comme ça frappe des gens à droite et à gauche en termes d'environnement familial, dans les deux cas, ben, il ne devrait y avoir aucune relation. Aucune corrélation entre la dépression et l'environnement familial. Okay? Donc, c'est tous des trucs comme ça. Vous prenez des mesures de certaines choses qui ne sont pas reliées d'une manière directe avec la dépression, comme le niveau de fitness ou l'environnement familial, tu sais. Et vous devriez voir que votre mesure de dépression n'est pas corrélée avec ces trucs-là, suggérant que vous n'êtes pas en train de mesurer ces trucs-là, vous êtes vraiment purement en train de mesurer la dépression. Ça, c'est la validité divergente. Okay, puis je répète pour être clair, on ne devrait pas voir que notre mesure, par exemple, de la dépression est négativement corrélée avec la perception de la santé physique ou la perception de la qualité de l'environnement familial. On devrait voir qu'il n'y a aucune corrélation. Parce qu'on devrait s'attendre à ce qu'il y ait autant de gens de fitness élevé qui ont de la dépression que de personnes de fitness faible. Ou de personnes qui viennent de bonnes familles que de personnes qui viennent de mauvaises familles, peu importe ce que mauvaise famille veut dire. Donc ça, c'est une introduction très rapide sur la validité de construit. Okay? Mesurée de deux manières, une subjective, une plus empirique, avec critères et contenus pour subjective, et non pas critères et contenus. En tout cas, les deux, je me souviens plus des deux, là, mais un de ceux-là était. Ah oui, apparente et contenu pour subjective, et critères convergentes et divergentes pour la manière empirique. Et je reviens sur mon exemple ici de la dépression. J'aurais peut-être pu faire un exemple un peu plus ridicule pour vous montrer. Je veux dire, cet exemple-là est bon, mais peut-être que vous aurez peut-être naturellement tendance à penser qu'il n'y a pas de dépression chez des gens en bonne santé physique ou qu'il n'y a pas de dépression chez des gens qui viennent d'un bon environnement familial. Okay? Et j'aurais peut-être pu prendre un exemple un peu plus extrême, aller vraiment à l'extrême, au ridicule pour démontrer le concept. Donc, si je prenais... c'est clair qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre mon score à la dépression et mon score de vocabulaire, par exemple. Combien de mots je suis capable de comprendre si vous me lancez des mots au hasard comme ça dans le dictionnaire, combien je suis capable de comprendre. Okay? Donc, ma mesure de la dépression ne devrait avoir aucun rapport avec une mesure de vocabulaire. Si elle est corrélée, ça veut dire que ma mesure quelque chose de bizarre, qui est comme la dépression et l'éducation en même temps peut-être, et donc c'est pas une mesure pure de la dépression. Ma mesure de la dépression devrait aussi être pas du tout reliée au nombre de souliers qu'il y a dans mon garde-robe, par exemple. Okay? C'est un exemple ridicule, mais c'est pour vous montrer ça. Okay? Il ne devrait pas du tout être relié. Il devrait y avoir une divergence entre les deux. Si ma mesure de dépression est corrélée, disons positivement, avec le nombre de souliers dans le garde-robe, plus je mesure la dépression, plus la dépression est forte dans ma mesure, plus les gens ont des souliers dans le garde-robe, c'est weird, c'est bizarre. Ça veut dire que ma nouvelle mesure ne mesure pas purement la dépression, elle mesure un genre de truc bizarre, peut-être
peut-être la dépression et l'addiction au shopping ou quelque chose comme ça, mais c'est pas une mesure pure de la dépression. Ça, c'est peut-être que ces exemples-là, plus ridicules, sont plus faciles de voir la notion de la validité divergente. Dans tous les cas, peu importe les exemples, ce que vous compreniez, c'est le principe qu'une bonne mesure pour quelque chose devrait être pas du tout corrélée avec des mesures d'autres choses avec lesquelles, théoriquement, elle devrait avoir aucun rapport. Okay? Alors que pour validité convergente, elle devrait être positivement corrélée avec d'autres variables, d'autres mesures avec lesquelles elle devrait avoir rapport, et négativement corrélée avec d'autres mesures qui devraient être l'inverse, comme par exemple la dépression et le bien-être, par exemple. Je vous laisse là-dessus. Bye.